Merci beaucoup de nous rejoindre pour le webinaire. Merci à tous d'être présents sur Zoom, sur Facebook. Et merci à tous pour vos questions que vous nous avez envoyées, puisque vous nous avez envoyé des questions et des réactions, des messages de soutien. Donc, merci d'avance. On va essayer de répondre aux questions que vous avez. Si on ne trouve pas la réponse, on la cherchera. Et si on la trouve vraiment pas, on la cherchera ensemble. On va parler du Covid, de la réponse de MSF face au Covid-19, mais on va aussi parler du travail de MSF et des humanitaires dans un contexte Covid-19 pendant ces 45 minutes, cette heure qu'on va passer ensemble. Si vous avez des questions pendant la session, allez-y, le chat est ouvert et on a des collègues qui vous répondront soit par écrit, soit on vous répondra nous-mêmes. On essaiera de prendre un maximum de questions. Alors, je suis avec deux personnes, une que vous voyez à l'écran qui est Roberta. Bonjour Roberta. Bonjour à toutes et tous. Et Christine Jamais. Est-ce que tu nous entends, Christine? Je vois que tu es connectée. Pas encore. Eh ben, on va commencer avec toi, Roberta. Ça tombe bien. Une petite précision pour tous ceux qui nous écoutent. On a à MSF une fâcheuse ou une tendance qui est charmante d'ailleurs, d'utiliser les acronymes MSF, d'utiliser le français, le frontalien. Bonjour Christine. Je crois que ton micro est coupé, mais tu vas arriver doucement. Si tu m'entends, c'est le principal parce que ça s'adresse à toi aussi. Je répète ce que j'avais dit. On a une fâcheuse tendance ou une charmante tendance à MSF à utiliser des acronymes, à utiliser du franglais, du frontalien et tout un tas de mots qui peuvent être un peu des barbarismes pour vous. Allez-y, Roberta, Christine, lâchez-vous. J'essaierai de traduire pour les auditeurs. Merci, c'est très gentil. Il faut nous dire si on utilise des mots qui sont incompréhensibles. Voilà, et je vous laisse commenter. Alors, Roberta, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quelle est ta formation initiale et qu'est-ce que tu fais à MSF? Et surtout, avant l'épidémie ou la pandémie de Covid, quelle était ta position? Et donc, bonjour, je suis Roberta Petrucci. Je suis médecin à la base, médecin pédiatre. Et je travaille pour MSF depuis maintenant 12 ans. Et avant l'épidémie Covid, j'ai bossé ici au siège à Genève autant que pédiatre. Et j'ai coordonné une unité qui s'appelle MOSU, Medical Operational Support Unit, que c'était une unité médicale qui supportait le terrain surtout en phase d'implémentation. Et depuis mi-mars, je suis la coordinatrice médicale pour l'intervention pour la mission suisse de réponse au Covid. Tu travailles à 100% pour la mission suisse ou tu arrives à suivre ton travail en parallèle? Moi, je dirais que je travaille à 150% pour la mission suisse parce que ça demande beaucoup d'énergie et donc j'ai mis mon boulot, le boulot que je fais normalement un peu à côté. Donc, j'ai des autres collègues qui sont en train de suivre et je peux me dédier totalement à la mission suisse. J'en profite que tu sois là pour te demander aussi de nous faire un petit point sur la mission suisse. Où en sont les contacts qu'on peut avoir et où en sont nos activités qui sont lancées en Suisse depuis Genève? Donc, depuis mars, on a lancé la mission suisse. D'abord, on a fait une analyse sur les besoins. On connaissait très bien que le système suisse est solide, le système sanitaire est solide, aussi le système de support psychosocial dans la communauté est assez solide, mais c'était évident qu'on faisait face à une situation exceptionnelle. Et donc, les systèmes qui étaient déjà en place étaient quand même épuisés. Et on s'est mis à disposition, et surtout parce qu'à Genève, on a un partenariat avec l'hôpital universitaire de Genève depuis les années 90. Et normalement, bon, on a des activités de recherche scientifique ensemble, mais notamment, c'est l'hôpital universitaire qui envoie des ressources humaines sur nos projets pour nous aider, nous soutenir et apprendre. Et cette fois-là, on a trouvé quand même important de donner notre soutien à l'hôpital universitaire de Genève, mais aussi à la communauté genevoise et suisse en général, en sachant que c'est une communauté, bon, c'est notre communauté, d'abord, nous on habite ici, mais c'est une communauté qui a soutenu et qui soutient MSF au quotidien. Et donc, voilà, on voulait avoir cet esprit de solidarité, donc on s'est mis à disposition, mais on a quand même remarqué que dans ce système qui était mis en place, il y avait quand même des besoins, notamment sur les populations vulnérables. Donc, toutes les populations des sans-abri, usagers de drogue, sans-papiers et toutes les personnes en général qui ne sont pas forcément dans les systèmes de santé, dans les systèmes d'assurance, qui n'avaient pas les moyens pour accéder au système, qui étaient soutenus, mais on a remarqué quand même qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas couverts.
Et donc, on s'est mis à disposition dans les réseaux qui étaient mis en place par différents acteurs, la ville de Genève, les cantons de Genève et l'hôpital universitaire. Et on a mis à disposition une équipe mobile avec des médecins et des infirmières MSF pour garantir les soins à domicile de cette population vulnérable. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe? Basiquement, on est dans le réseau de soins à domicile et dès qu'il y a un appel, et surtout sur les sites d'hébergement, sur les sites, les appartements privés de cette population, nous, on répond et on va suivre ces cas à domicile et on va surtout identifier les cas qui ne vont pas bien, qu'ils ont besoin d'un suivi plus rapproché ou qu'ils ont besoin d'être référés à l'hôpital et ça, on l'a fait plusieurs fois. Donc, éviter... Oui, pardon. Quels sont les profils qu'on emploie sur cette mission suisse? Est-ce que ce sont plutôt des médicaux, plutôt des... Quels sont les profils? L'équipe mobile, c'est en fait une équipe de médecins et infirmières. Ils travaillent en binôme. Et voilà, on fait des soins à domicile, on fait les tests à domicile, donc pour assurer que même les personnes qui ne peuvent pas se rendre au sujet à l'hôpital universitaire puissent avoir accès aux tests. Donc, essayer de dépister le plus possible les cas symptomatiques. Et après, on fait des suivis et on réfère s'il faut, s'il y a des signes d'aggravation. Mais on n'a pas seulement lancé des activités médicales, parce qu'on s'est rendu compte que toutes les associations en fait, qui soutiennent cette population, ils avaient déjà mis en place plusieurs mesures de prévention, mesures d'hygiène sur leur site d'hébergement, mais qui quand même, il manquait cette expérience de réponse aux épidémies, réponse aux urgences, pour mettre tout ce qu'il faut en place jusqu'au bout. Je pense qu'il y a eu une énorme campagne de communication sur les mesures de prévention, et ça, je pense que tout le monde en Suisse est bien sensibilisé sur ça. Par contre, de mettre ça en pratique au quotidien, surtout sur des situations un peu particulières comme les sites d'hébergement, ce n'était pas évident. Et c'était là que notre expertise MSF, autant qu'expert des réponses aux épidémies, réponses aux situations de crise et surtout sur les côtés hygiène et mesures de prévention, c'était extrêmement important et apprécié. Il y avait déjà beaucoup de choses en place, mais nous, on a pu donner cette partie en plus des mises en œuvre. Et surtout, on a fait un boulot énorme de promotion de la santé et de discussions avec les bénévoles, les travailleurs sociaux, mais aussi avec les résidents et les usagers pour les rassurer, pour répondre aux questions que je pense que tout le monde a et pour lesquelles cette population-là n'a pas forcément les moyens de trouver des réponses. D'accord. Oui, donc ça donne un peu un aperçu de ce qu'on a pu lancer en Suisse dans un contexte dans lequel on n'est pas peut-être habitué à évoluer d'habitude ou à avoir des opérations. Christine est toujours avec nous. Je pense qu'elle nous entend, on la voit et elle nous voit. Elle n'a pas de micro, mais on est en train de trouver une solution. Encore une fois, vous ne le voyez pas, j'ai un écran, ça s'agite. On a des gens complètement investis pour essayer de régler ce problème. Donc, on va la voir dans quelques minutes. Je continue avec toi, Roberta, parce qu'on a eu pas mal de questions sur l'aspect médical du virus qui sont arrivées un petit peu avant ce webinaire et qui nous donnent l'opportunité d'y répondre. Déjà, les questions de immunodépression, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui fait d'une personne un profil à risque? Alors, on sait déjà, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur ce virus et sur l'épidémie, mais il y a des choses qu'on connaît assez bien. Et donc, il y a des personnes qui sont notamment à risque, pas seulement d'être infectées, mais surtout de développer des signes de sévérité. Les personnes immunodéprimées, c'est des personnes qui ont un système immunitaire fragile pour plusieurs raisons. Ça peut être des comorbidités ou des traitements qui sont en cours. Et cette personne-là, évidemment, ils n'ont pas les mêmes moyens que la population générale de répondre à l'infection. Et donc, ça, c'est des personnes qui sont particulièrement fragiles et qui ont un risque de développer des signes de sévérité. Ils ont un taux de décès plus haut. Donc, c'est des personnes qui demandent d'abord d'être bien isolées et d'éviter la maladie. Et s'ils tombent malades, d'être bien hospitalisés, suivis et mettre en place tout ce qu'il faut, surtout s'il y a des signes d'aggravation. Pour ces profils à risque, finalement, le meilleur outil, ce serait un vaccin. Le vaccin, la question du vaccin est centrale. On a eu plusieurs questions qui sont arrivées de différentes personnes. Peut-être qu'elles sont là avec nous aujourd'hui. Quels espoirs sur la préparation d'un vaccin? À combien de temps à peu près on peut voir l'évolution d'un vaccin et on peut bénéficier d'un vaccin? Et en général, quelle est la position de MSF vis-à-vis des vaccins pour faire face à des épidémies de ce type? Bon, je commence par la fin de ta question. Autant qu'MSF, on utilise déjà des vaccins sur des autres épidémies et on sait très bien que les vaccins, c'est le meilleur moyen arrêter l'épidémie et donner l'immunité à tout le monde et couper cette chaîne de transmission qui mène à beaucoup de cas.
Donc, en général, nous, on utilise les vaccins dès qu'il faut sur la réponse aux épidémies, mais aussi sur la vaccination en général, surtout notamment des enfants. Et donc, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire avoir la possibilité d'utiliser un vaccin. Dernièrement, on a eu l'expérience avec Ebola, que pendant plusieurs années, ce n'était pas une maladie pour laquelle il y avait une possibilité de vaccin. Mais dès qu'on a eu les vaccins, ça changeait quand même, surtout notre capacité de répondre et de protéger la population. Donc, sur cette épidémie coronavirus, bien évidemment, la possibilité d'avoir un vaccin, ça va changer complètement la dynamique de l'épidémie et ça va permettre à tout le monde d'avoir cette immunité qui nous protège en fait le fait de tomber malade et surtout de tomber malade avec des signes de gravité. Et est-ce qu'on a une idée, pardon, je te coupe, mais est-ce qu'on a une idée du temps que ça prend? Ouais. Moi, je pense qu'il y a un effort énorme au niveau international il y a plusieurs groupes de recherche qui sont en train de essayer de développer un vaccin. C'est clair qu'il y a des temps techniques qu'on ne peut pas couper, donc ce n'est pas quelque chose que ça va arriver d'ici à quelques semaines ou mois. Les experts nous disent qu'il faudra quand même plusieurs mois, à peu près un an, quelqu'un dit 18 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut envisager que ça va nous aider dans le court terme. Donc, il faut quand même envisager que cette mesure de prévention qui a été mise en place sur les différents pays doivent être maintenues, et peut-être à différents niveaux, avec des différentes stratégies par rapport aux différents pays et l'évolution de l'épidémie. Mais on espère d'avoir un vaccin bientôt parce que ça va complètement changer la façon d'aborder l'épidémie. Il y a les vaccins, mais il y a aussi les traitements. On a une question qui est arrivée juste avant la session, mais qui aussi est probablement récurrente. Quand est-ce que nous aurons la possibilité d'avoir la chloroquine pour l'associer à l'azithromycine, tu me corriges, afin d'avoir un traitement efficace? Alors, c'est un peu la même chose. Il y a plusieurs hypothèses sur qu'est-ce qu'on peut utiliser autant que médicament spécifique pour combattre contre l'infection virale, pour tuer le virus. Il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs études qui sont aujourd'hui menées par plusieurs groupes de recherche et dans plusieurs hôpitaux, je pense, un peu partout par le monde. Je te coupe une seconde, Roberta, parce qu'on va faire un petit test. Christine, si tu nous entends, dis quelque chose. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Waouh, voilà de l'élève. Bon, et ben voilà, comme quoi finalement on a fini par l'emporter sur la technologie. Je finis sur cette question sur la chloroquine. Je pense qu'il y a une question importante avec Roberta, et puis je reviens vers toi, Christine. Oui, pas de souci. Donc aujourd'hui, nous on suit de proche toutes les évolutions et les évidences sur les différents traitements, mais aujourd'hui on n'a pas encore des évidences suffisantes pour dire qu'il y a un médicament qui est efficace, qui peut nous aider. Et donc, il faut attendre encore un tout petit peu, et moins que pour les vaccins, je pense qu'il y aura des évidences bientôt pour nous permettre d'utiliser les médicaments avec les indications spécifiques. Il faut toujours savoir qu'on ne peut pas utiliser un médicament si on ne sait pas qu'il marche bien. On ne peut pas l'utiliser à large échelle. Il faut toujours les utiliser dans des situations, des études cliniques, parce que chaque médicament, ça peut quand même avoir des effets secondaires. Donc, il faut être sûr que ça marche bien et qu'on puisse suivre tous les potentiels effets secondaires et puisse les traiter. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas encore dire, bon, on va donner de la chloroquine ou de l'azithromycine à tout le monde, parce qu'on n'est pas encore dans cette phase-là, mais j'espère que bientôt, il y aura des évidences plus solides d'un côté ou de l'autre sur ces médicaments ou sur des autres qui puissent nous aider, voilà, surtout sur les pays où nous on travaille, où il y a moins de possibilités au niveau des prises en charge au niveau des soins intensifs. Je pense qu'avoir un bon médicament qui puisse marcher, ça peut vraiment faire la différence. Oui, merci. Écoute, en tout cas, s'il devait y avoir un médicament pour soigner Zoom et pour nous permettre de connecter Christine, en tout cas, on a dû le trouver parce que tu as réussi à nous rejoindre. Merci Christine. J'en profite de te poser la même question que j'ai posée à Roberta. Je ne sais pas si tu étais avec nous à ce moment-là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire quelle est ta fonction à MSF et sur quoi tu travailles en ce moment, même si on se doute un peu de la réponse? Ouais. Donc bon, moi je suis Christine Jamet, je suis la directrice des opérations pour MSF OCG, donc basée à Genève. Et en gros, le boulot aujourd'hui, c'est du damage control, on va dire. Donc c'est gérer nos opérations dans un contexte Covid que tout le monde évidemment appréhende au fur et à mesure de l'évolution de la maladie.
Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu? Est-ce que les équipes sur les terrains d'intervention vont bien? Est-ce qu'on arrive à maintenir les projets? Où on est, est-ce que tu peux nous donner un peu la température du moral des équipes là en ce moment? Bah, c'est dur, hein. Je pense que c'est quand même très dur pour les équipes, même si franchement, moi je trouve qu'elles sont toutes compréhensif face aux difficultés, mais aujourd'hui, on a quand même une grosse réduction de nos activités, hein, que ce soit dans les projets réguliers, toutes les missions Explo ont été mises en stand-by, tous les nouveaux projets ont été mis en stand-by, on a certains projets qu'on a dû hiberner, on a dans d'autres projets dû diminuer le scope des activités qu'on pouvait faire. Donc ça, c'est en gros le portfolio global. Puis à côté de ça, on a quand même des gros problèmes fondamentaux qui est l'approvisionnement en matériel de protection pour nos équipes, ce qui fait que ça limite d'autant plus leur possibilité de travail dans des conditions décentes et puis de maintenir le portfolio qu'ils ont envie de maintenir. Ça, c'est un premier point. Plus, évidemment, toute la question de pouvoir sortir les gens qui veulent sortir, de pouvoir re-rentrer du sang frais. Oui, c'est admirable ce que font les gens dans ces conditions-là. Et justement, sur les contextes dans lesquels on travaille, on a une question qui arrive de Mamadou qui dit, d'après les articles qu'il a lus, MSF n'a pas encore commencé d'opération spécifique Covid-19 en Afrique. Est-ce qu'on a quand même des activités et sur quoi elles portent en ce moment? Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que ça dépend aussi qu'est-ce qu'on considère comme Covid-19, etc. Parce que la taille, enfin, je veux dire la dimension du Covid-19, c'est très très large parce que ça va de la mesure basique de contrôle des infections dans les structures de santé jusqu'à la structure de réanimation. Donc, si on parle de structure de réanimation, effectivement, on n'en a pas aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Par contre, nous, en tant que ouais, non, moi je parle de soins intensifs avec respirateur. Hein. Donc, ce qu'on appelle nous le niveau 3. Donc, respirateur, soins intensifs, etc., intubation et tout bazar. Donc ça, on n'en a pas aujourd'hui, MSF. Par contre, on commence à avoir des centres de traitement Covid de plus en plus. Alors, certains qui sont en préparation, certains qui commencent à être déjà opérationnels, notamment au Cameroun, sur Yaoundé, ça commence. Sur Dakar, supporté par MSF Espagne et nous également aussi. Sur le Burkina, où il y a 2 centres de traitement Covid qui sont en préparation, hein, un à Ouaga et un à Bobo-Dioulasso. On est en grosse préparation également sur le Niger. Sur le Soudan, on est sur Omdurman, où on fait effectivement, on supporte le gouvernement sur tout ce qui est Omdurman au Nord-Soudan, au Khartoum, où on fait également du support Covid, puisque c'est un centre de référence pour tous les patients suspects. Donc, voilà, ça commence. Excuse-moi de te couper, du support Covid, c'est-à-dire à mettre en place des mesures de prévention, de triage pour éviter et de prise en charge. On est déjà pris en charge, donc on parle de patients. Et de prise en charge. Hein. Quand on parle Covid, évidemment, tu vas avoir les patients qui vont pouvoir être gérés à la maison, les patients qui vont devoir avoir un suivi plus rapproché au niveau de l'hôpital, puis ceux qui vont devoir être hospitalisés avec de l'oxygénothérapie, qui est aujourd'hui, évidemment, ce qui fait partie du package d'activités qu'on veut mettre en place. Mais bon, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'épidémie en Afrique, elle est un petit peu en décalage par rapport… Alors, il y a d'abord eu la Chine, il y a eu l'Europe, et puis l'Afrique part un petit peu en décalage. Donc là, on commence à être dans les grosses montées en Afrique, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question de Mamadou. Alors, Mamadou, si tu veux préciser ta question, tu peux toujours nous l'envoyer par le chat, mais on a une question qui arrive sur un contexte particulier et je pense qu'on peut faire le lien avec des contextes qu'on a identifiés à MSF Suisse. OCG, je le dis pour tout le monde, c'est le Operational Center of Geneva, le centre opérationnel de Genève, mais on va résumer ça par MSF Suisse. Les réfugiés en Tanzanie. Comment est-ce qu'on peut protéger cette population particulière, c'est une question qui arrive maintenant, face à la propagation du virus? Bon, alors on n'est pas des magiciens, hein, je veux dire, donc il va falloir être aussi très pragmatique, mais donc on va devoir mettre en place et discuter également avec les populations sur les mesures de distanciation sociale comme partout, hein, parce que les mesures de distanciation sociale sont absolument indispensables pour limiter les pics en fait et étaler les malades sur une plus longue distance permettant aux structures de santé d'absorber en fait et de pouvoir vraiment donner les soins nécessaires
aux patients qui en ont besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de Nduta, hein? On a tout un plan qui a été établi et préparé par les équipes. Nduta, C'est évidemment est-ce que tu peux préciser ce que c'est Nduta pour les personnes qui sont peut-être qui vivent pas ça au bien quotidien? sûr. Ouais, je suis désolée. Ouais, n'hésite pas à me couper, Étienne, quand je suis Oui, pas du tout je claire. le ferai. Oui. Nduta, donc c'est un camp de réfugiés où aujourd'hui on est entre 70 000 et 75 000 réfugiés burundais au nord de la Tanzanie. Donc ils sont là depuis déjà quelques années. On a eu des pics au niveau de cette population autour de 110, même 120 000 personnes. Aujourd'hui, on est autour de 75 000 personnes au niveau du camp de Nduta. Il y a d'autres camps dans la province, mais nous, MSF Suisse, on ne travaille que sur le camp de Nduta. Voilà. Ça va? D'accord. Ouais. Oui, merci. Et donc, en préparation par rapport au Covid, donc évidemment, tout ce qui est mesures de base de prise en charge, tout ce qui est mesures d'isolation et de traitement des patients qui vont en avoir besoin. Et puis, après, en termes de référence pour des niveaux 3, effectivement, là, on est très, très limité parce que on n'aura pas la possibilité, évidemment. Et alors, on me pose une question parce que c'est lié à ce que tu décrivais sur le matériel de réanimation. Je me tourne vers Roberta. On nous demande, est-ce que l'intubation, c'est une réelle solution aujourd'hui? Est-ce qu'il en existe d'autres pour des patients qui atteignent le stade 3? Bien évidemment, s'il y a l'indication pour l'intubation, c'est parce qu'il y a une difficulté, un distress respiratoire sévère. Et normalement, s'il y a une indication, c'est probablement la seule possibilité qu'on a. Certains cas avec des distress respiratoires quand même peuvent bénéficier de certaines autres mesures de soutien à la respiration non invasive qui sont peut-être plus gérables, mais certaines autres, ils ont juste besoin de l'oxygène. Donc, ça dépend du niveau de sévérité. Oui. Et au niveau aussi de disponibilité de ces moyens sur les contextes spécifiques, ce n'est pas la même chose en Suisse. Je pense qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Sur certains contextes où nous on travaille, ou certains contextes en Afrique, ce n'est pas évident de pouvoir intuber tout le monde. Par contre, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire pour ces patients avec des difficultés respiratoires. Mais actuellement, l'épidémie frappe partout, dans les pays dans lesquels il y a des systèmes et des structures de soins intensifs qui sont mises en place, qui sont parfois performantes, dans des systèmes qui sont peut-être plus précaires. Dans tous les cas, on observe des décès, à peu près dans tous les contextes dans lesquels qui sont touchés par le Covid-19. Une question qui est revenue plusieurs fois en préparant le webinaire, ça a été comment est-ce qu'on gère les corps? Nous, on parle d'EDS. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Roberta, sur qu'est-ce qu'un EDS et comment est-ce qu'on essaye de gérer les corps dans un contexte Covid? Les corps, les décès, tu dis? Oui. Normalement, il n'y a pas de mesures particulières qu'il faut prendre par rapport aux mesures d'hygiène qu'on utilise d'habitude. Donc, ça, ce n'est pas forcément un souci par rapport, par exemple, à des autres épidémies, notamment l'épidémie Ebola, où la gestion des corps, c'était quand même compliqué et dangereux, donc demander des protocoles spécifiques. Mais jusqu'à là, les indications internationales, c'est que la gestion des corps, c'est pas forcément. Les corps, en soi, c'est pas... Ça ne peut pas produire les gouttelettes qui normalement transmettent le virus. D'accord, donc des protocoles standards qui sont appliqués à la gestion des corps dans un contexte normal doivent s'appliquer au Covid-19. A priori, il n'y a pas plus de dangerosité que ça. Je parlais d'EDS, on parlait d'enterrement digne et sécurisé pour les victimes d'Ebola parce que les corps étaient contagieux. Ouais, voilà. D'accord. Donc, après, j'imagine que chaque pays a développé des protocoles différents, peut-être, par rapport à ça. Mais par exemple, ici en Suisse, il n'y a pas de mesures particulières à prendre. Il y a des personnes qui guérissent aussi du Covid. Est-ce que ces sûr. personnes-là développent une immunité permanente ou est-ce qu'elles peuvent être également à nouveau contaminées? Je demande quelqu'un sur le chat. Alors, c'est une nouvelle épidémie, c'est un nouveau virus, donc il y a beaucoup de inconnus. Oui. Et les experts internationaux pensent qu'il y a une immunité. Après, on ne sait pas si cette immunité est permanente, donc si ça va durer toute la vie et combien de temps ça va durer. Mais c'est fort probable que la personne qui a déjà eu l'infection est guérie, et elle est immunisée et donc elle ne peut plus retomber malade. J'imagine que la demande est liée au fait qu'il y a eu des rapports sur des cas qui sont retournés à être positifs
mais c'est des cas très limités et surtout, on ne sait pas si ces cas-là, ils étaient négatifs pendant un test et l'autre. Donc, on ne sait pas si c'est des cas qui ont en fait gardé un virus pendant très longtemps ou si c'est des gens qui sont retombés malades. Mais en général, les experts, les virologues pensent que cette maladie, ce virus donne une immunité. D'accord. Entre-temps, on a eu des questions qui sont arrivées pour toi, Christine. Notamment, tu parlais du Cameroun. C'est Mireille qui nous demande si le centre de Yaoundé est opérationnel. Tu parlais de ce qu'on fait au Cameroun. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, on est normalement au niveau de Yaoundé. Donc, au niveau du Cameroun, il y a 3 sections qui sont opérationnelles. Hein. Donc, il y a OCG, historiquement, hein, depuis des années, et OCB et OCBA qui sont arrivés plus… les Belges et les Espagnols. Donc, les Espagnols et les Espagnols et les Belges qui sont arrivés plus récemment. Et nous, les Suisses. Hein, pardon, vas-y, Étienne. Oui, non, je dis que ce sont des sections qui mènent des opérations un petit peu partout dans le monde, comme on le fait. On travaille en coopération et on travaille tous les 3 au Cameroun, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, nous, au niveau, nous, MSF Suisse, on travaille donc au niveau de Yaoundé et on travaille aussi à l'extrême nord Cameroun hein, sur des projets qui sont là depuis les clashs de violence avec Boko Haram, etc. Mais donc, au niveau de Yaoundé, on supporte un hôpital de 50 lits. Alors, je me souviens plus du nom, je suis désolée, j'aurais dû me rappeler, mais on supporte un hôpital. Pas de souci. Voilà, c'est ça. Donc, on supporte le gouvernement, en fait, le ministère de la Santé publique, hein, pour cette structure qui est identifiée comme une structure de référence patient Covid au niveau de Yaoundé. Comme vous le savez, hein, le Cameroun, c'est considéré comme un des pays qui a le plus de cas reportés. Ça veut rien dire, hein, les pays qui reportent pas de cas, c'est pas parce qu'il y en a pas. Mais en tout cas, le Cameroun est un des pays qui reporte le plus de cas aujourd'hui en Afrique. Et donc, on est là avec des équipes médicales, mise en place des circuits de patients, d'hospitalisation, de support à la prise en charge des patients, etc. D'accord. Je ne sais pas si ça suffit. Ou… Si, tout à fait. Alors, on a des questions qui rebondissent un petit peu sur le constat global que tu faisais sur le Cameroun, sur l'Afrique en général. Mais on nous demande, est-ce que les opérations régulières, les opérations non Covid, vont être impactées par cette présence du virus autour de nous et on parle d'enjeux économiques qui sont derrière. Pour l'instant, est-ce que nous, on est touchés est-ce que les systèmes de santé dans lesquels on travaille sont touchés par ces coupes budgétaires et ces problèmes économiques? Peut-être en 2 temps. Ouais, alors… Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est pas les coupes budgétaires, c'est pas un problème financier aujourd'hui. On n'a pas de problème de fonds aujourd'hui. On a des problèmes de protection, de matériel de protection. Parce que l'impact qu'on a sur les activités régulières, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que le Covid peut être partout, on est dans l'obligation de garantir la sécurité du personnel soignant, qu'il soit MSF ou qu'il soit ministère de la Santé dans les structures où on travaille. Donc, ça veut dire qu'on doit garantir que ces gens aient un minimum de protection pour pouvoir accueillir les patients qui se présentent dans les structures. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas ce matériel de protection, c'est qu'on n'en a pas suffisamment et on en a même très peu, ce qui fait qu'on doit prendre certaines décisions, notamment sur certains projets, de dire on va réduire nos activités pour garantir que les activités vitales puissent continuer avec des mesures de précaution et de protection suffisamment robustes pour ne pas mettre en danger le personnel médical, mais ça veut dire qu'on doit stopper certaines activités. D'accord. Ouais. Mais tu parles de PPE, le pays, ou aussi on va parler d'équipement de protection individuelle. C'est quoi un PPE? On utilise cette formule partout, à toutes les sauces. Est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent, nous, qu'est-ce qu'on entend par l'équipement de protection individuelle? Oui, alors l'équipement de protection individuelle, donc il y a plusieurs types. Moi, je vais parler des 2 types au niveau médical et il y a un type après qui est plus au niveau communautaire. Donc, il y a 3 systèmes de matériel de protection. Le plus simple, c'est le masque que tout le monde peut faire chez lui, etc. Ça, c'est le masque que chacun peut porter en allant dans la rue pour se protéger des postillons. C'est une barrière physique qui permet d'éviter de respirer le postillon de quelqu'un d'autre. C'est tout simple. Donc ça, c'est du sens commun. C'est ce que les gens font dans la rue de façon spontanée. Après, à côté de ça, on a tout ce qui est les masques médicaux qui, là, nécessitent quand même une technologie plus poussée parce qu'en fait, le personnel médical est en contact beaucoup plus rapproché avec les patients, avec des actes médicaux qui sont très près et qui peuvent évidemment être beaucoup plus prônes
à être récepteur de postillons, de gouttelettes, etc. Donc pour ça, il nous faut du matériel de protection beaucoup plus performant. Pour les soins en généraux, il nous faut juste un masque qui s'appelle le masque chirurgical. Il faut évidemment des gants. Il faut qu'il y ait les mesures basiques de protection. À partir du moment où on va sur des procédures qui sont un peu plus invasives, comme on en parlait de l'oxygénothérapie ou l'intubation respirateur, là, il nous faut des mesures de protection intégrales. C'est-à-dire qu'il va nous falloir une charlotte, qui est le petit bonnet qu'on met sur la tête. Il va falloir les lunettes. Il va falloir le masque, le fameux masque FFP2, là, la casaque, les gants, les chaussures, les boots, etc. Ouais. Donc, voilà, en gros. D'accord. Et ça, c'est pour le personnel médical. J'en profite pour faire le point avec ce que tu nous disais sur les grands publics communautaires. Roberta, le masque, est-ce que toi, en Suisse, tu travailles avec un masque dans les bureaux, dans la rue, ou dans quelles conditions tu travailles avec un masque aujourd'hui? Non, alors, nous, en Suisse, on n'utilise pas le masque, sauf si on doit donner des soins. Comme disait Christine, on doit se rapprocher aux patients qui sont COVID positifs, ou si on se trouve dans des situations où ce n'est pas possible de garder la distance. Donc, ça arrive très rarement parce qu'on est quand même tout bien discipliné et on fait beaucoup de formations et de sensibilisation par rapport à ça. Et donc, normalement, on utilise les mesures de prévention qui sont connues par tout le monde, donc la distance de 2 mètres. Et c'est laver les mains, que c'est toujours un peu quelque chose de négligé. Et donc, on se balade tout le temps avec notre petite bouteille de solution hydroalcoolique et se lave les mains. Mais autrement, je n'utilise pas un masque quand je suis au bureau, quand je marche par la rue. Et donc, c'est Oui. très rare. Ouais. Et tu parles de se laver les mains au savon, le gel hydroalcoolique. On a des questions qui sont aussi, et le chlore, la javel, qu'on utilise aussi sur nos terrains. Est-ce que c'est aussi une solution qu'on envisage? Bien sûr. Quelle est la différence avec le gel hydroalcoolique? Ben, c'est tout alors, l'eau et savon, l'eau et javel, le gel hydroalcoolique sont tous des produits qui détruisent les virus très facilement. C'est un virus très fragile. C'est un virus méchant quand même, ça peut donner des symptômes très méchants, mais c'est très fragile. Donc, ça suffit en fait d'utiliser des produits de base, l'eau et savon typiquement. Il faut bien se laver les mains. Donc, toute la sensibilisation sur comment se laver les mains, pendant 30-40 secondes, c'est bien laver les mains. Donc, tout ça, et ça suffit avec le gel hydroalcoolique et l'eau javel, la solution de chlore, ils font tous les mêmes travail en fait. D'accord, mais tu parlais aussi de distance sociale. On entend distanciation sociale, distance de sécurité, distance physique de 1 mètre, de 1,50 m, de 2 mètres. Bon, toi, tu travailles dans quelles conditions? À combien de centimètres ou de mètres tu te mets de tes collègues quand tu travailles? Alors, on a d'abord parlé de distanciation physique parce que ça ne doit pas forcément être une distanciation sociale. Donc, nous, on aime quand même montrer qu'on a de la socialité. On a de la socialité avec nos bénéficiaires, avec les gens qui travaillent dans les sites d'hébergement, par exemple, notamment ici en Suisse, et entre nous. Donc, on peut quand même avoir une vie sociale, mais il faut garder la distance. Et je sais que dans les différents pays, il y a des distances différentes. Donc, entre 1 mètre, 1,5 mètre et 2 mètres, c'est clair que ça donne une différente possibilité de risque. Nous, ici en Suisse, on utilise les 2 mètres parce que c'est la distance qui permet quand même d'avoir une socialité, de discuter avec les gens, mais en toute sécurité. Si tout le monde dans la chambre utilise l'autre mesure de prévention, que c'est toussir et éternuer dans les coudes, ou utiliser un mouchoir et jeter le mouchoir et se laver les mains. Parce que bien évidemment, si on commence à toussir dans la salle, éternuer dans la salle, les gouttelettes peuvent aller beaucoup plus loin. Et donc, les 2 mètres est valide si on est juste en train de parler. Et là, il y a très peu de risques que les gouttelettes qu'on produit de l'opposition puissent aller plus loin que 2 mètres. Mais déjà, la majorité des gouttelettes s'arrête à 1 mètre, ça c'est vrai. Donc voilà, je pense que les différents pays ont décidé ça par rapport à différentes prises de risques. Voilà, on a des collègues aussi qui nous conseillent de rester à 2 mètres parce qu'ils postillonnent particulièrement pendant qu'ils parlent. Mais en général, voilà, faut bien se signaler. C'est pas la seule des mesures qui est mise en place. Il y a aussi le confinement, semi-confinement. Il y a aussi un certain nombre de restrictions de mouvement. On a une question qui arrive notamment sur Facebook. Pour Christine, je pense, quelles sont les contraintes auxquelles on fait face dans nos mouvements, mais alors pas dans nos mouvements quotidiens, mais plutôt dans les restrictions de mouvements internationaux qui peuvent être des obstacles au fait d'envoyer du personnel sur le terrain.
Ouais. Donc aujourd'hui, au niveau des mouvements, c'est clair que tout ce qui est mouvement de personnes, c'est très très compliqué. Je veux dire, parce que tout le monde a fermé ses frontières en se disant bah, ça va me protéger, ce qui est en fait une fois que la transmission elle est communautaire, que les frontières soient fermées ou pas, ça fait absolument aucune différence. Par contre, nous, ça en fait une sacrée parce que ça nous bloque énormément pour tout ce qui est approvisionnement entre guillemets de ressources humaines. On n'a pas de problème d'approvisionnement de matériel, c'est-à-dire que les avions cargo. Alors attention, quand je dis ça, il faut qu'on soit bien clair. On n'a pas de masque, on n'a pas de matériel de protection. Par contre, si on en avait et qu'on veut le mettre dans un avion pour partir, on n'a pas de problème à trouver des avions cargo pour pouvoir approvisionner. Donc, on n'a eu aucun cargo. Alors, on a eu 1 ou 2 cargos qui ont été bloqués au début de l'épidémie, etc. Mais c'est terminé, ça. Je veux dire, on arrive à faire bouger tout ce qui est matériel, médicaments, etc. sans aucun souci. Par contre, les gens, c'est très, très, très compliqué. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des masques, c'est des gants, c'est ça, pour le personnel de santé. Pour exactement. Et ça, c'est vraiment ce que tout le monde doit pousser. Alors après, le problème, c'est que quand on fait ce genre de demande, il y a vraiment des spécificités aussi sur le matériel. Comme je disais, il y a le matériel, le masque qu'on peut porter dans la rue. Tout le monde peut le faire, etc. Il n'y a pas vraiment besoin de… Alors, il y a des conditions optimales pour le faire, mais ça va. Par contre, les masques pour le personnel soignant, c'est pas la même chose. Et évidemment, quand il y a des ressources qui sont moindres, on a aussi beaucoup de charlatans qui nous promettent du matériel de qualité alors que ça ne l'est pas. Donc, ça nous demande aussi d'être très vigilants parce que c'est très dangereux de penser être protégé avec du matériel qui, en fait, ne protège pas. Donc, c'est aussi ça une contrainte qu'on rencontre de plus en plus. Outre le fait aussi que, étant donné qu'il y a peu de matériel, bah, évidemment, les prix flambent. Donc, ça, c'est encore plus compliqué parce que c'est toujours la même chose. S'il y a moins de trucs, eh ben, ça devient plus cher. On n'a pas trop de problèmes finalement en termes de transport pour acheminer. On a des problèmes de stock. Pour notre personnel de santé qui arrive sur place, est-ce qu'on met des mesures en place pour éviter pour éviter tout facteur de contamination importé? Oui, tout à fait. Nous, on a été assez précurseurs par rapport à ça sur la mise en quarantaine. Alors, on va dire plutôt quatorzaine. Donc, c'est-à-dire que toute personne arrivant dans un nouveau pays était systématiquement hibernée pendant 14 jours. Pour nous, c'était une responsabilité institutionnelle d'être sûr qu'on n'était pas un pourvoyeur d'infection importé. Et donc, pour nous, c'était vraiment un b.a.-ba sur lequel on n'a pas transigé et ça a été très, très rapide. Dès la première semaine, en tout cas en Europe, nous, on a tout de suite mis en place la quatorzaine systématique pour toute personne arrivant sur l'émission. D'accord. Alors, je ne suis pas médecin et ni infirmier. Je vais vous poser la question, je ne sais pas à qui elle s'adresse. En particulier, c'est le docteur Bellarmin qui nous pose une question. À la place des respirateurs, ne serait-il pas mieux d'utiliser des anticoagulants et une oxygénothérapie? Je vais laisser Roberta. À la place de quoi? Pardon, je n'ai pas compris. À la place des respirateurs, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'utiliser des anticoagulants ou une oxygénothérapie? Pardon. Je pense que ce n'est pas à la place. En fait, il y a des indications différentes pour les différents traitements. Donc, certains patients peuvent bénéficier de l'oxygénothérapie, mais certains patients qui vont détériorer même en oxygénothérapie, ils ont besoin de ventilation, que ce soit non invasive ou invasive jusqu'à l'intubation. Donc, je pense, donc, je pense que ça dépend de l'état général du patient. C'est clair, si on peut commencer à traiter le plus tôt possible, on peut peut-être éviter que les gens s'aggrave et donc ils ont besoin de l'intubation, mais ce n'est pas toujours évident. Et on a une question aussi qui est arrivée sur alors c'est Christelle qui nous demande ça. Est-ce que les femmes enceintes sont des profils considérés comme à risque et est-ce que si elles sont contaminées, il y a un risque pour le fœtus? Les nouveau-nés? Oui, les femmes enceintes. Fœtus, les femmes enceintes, pardon, je n'avais pas compris. Ouais. Alors, les données que nage Scala nous disent que les femmes enceintes, ils ne sont pas en catégorie à risque, donc ils peuvent se contaminer, mais ils n'ont pas de signes, ils n'ont pas plus de risques que la population en général. Et même chose pour les nouveau-nés, et en général pour les enfants, ils ont très peu de risques d'avoir des signes de gravité. Et donc, toute la littérature qu'on a eue jusqu'à là, on a vu qu'il y a eu des morts exceptionnelles dans les enfants, mais notamment les enfants, ils n'ont pas mortalité, en fait, ils ont une mortalité bien mineure que les adultes.
Et sur le nouveau-né, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas forcément de transmission verticale entre la mère et l'enfant pendant la grossesse. Et à la naissance, quand même, nous, on ne va pas séparer la mère et l'enfant parce que c'est important, surtout sur les contextes où nous, on travaille, que la mère puisse allaiter son enfant parce que la manque d'allaitement, ça pose tous des autres risques à côté de Covid. Donc, on garde les deux ensemble, on implémente les mesures d'hygiène, mais même si le nouveau-né tombe malade, pour la littérature qu'on a vue jusqu'à là, c'est normalement des formes légères. D'accord. Il y a une question qui est revenue souvent quand on préparait le webinaire avec nos collègues, qu'on a reçu plusieurs fois, qui est de l'ordre du psychologique. On demande, est-ce qu'il y a un soutien psychologique systématique qui est mis en place pour le personnel de santé, notamment ceux qui sont en première ligne? Est-ce que s'il n'y a pas un soutien qui est déjà en place, est-ce qu'il y a une réflexion sur ça? Parce qu'on sent que dans certains contextes, le personnel de santé est très sollicité et les contraintes, ou en tout cas les efforts, ne sont pas uniquement physiques, mais aussi psychologiques. Oui, non, tout à fait. C'est une question extrêmement valide, hein, et c'est quelque chose sur lequel on s'attelle depuis le début, en fait. Pour nous, c'est vraiment fondamental que les équipes médicales puissent avoir un support de supervision psychologique, parce que oui, c'est compliqué, parce que ça change tout, parce que tout devient compliqué dans notre gestion des soins, que ce soit les soins réguliers, etc. On est en manque de matériel, ce qui met un stress supplémentaire. On est dans des contextes où on n'a pas le niveau de soins que parfois on sait qu'on peut avoir ailleurs. Donc, ça ramène encore un niveau de stress supplémentaire. On sait aussi qu'on peut tomber malade et que pour être évacué médicalement, ça va pas forcément être super facile non plus. Donc oui, on a quand même plusieurs niveaux de stress et de couches de stress qui s'accumulent les unes après les autres pour tout ce personnel de santé, mais je voudrais dire toutes les équipes qui travaillent, parce que je veux dire, c'est la même chose pour la logistique, pour la finance, pour les personnes qui s'occupent des ressources humaines, parce que tout le monde vit ensemble, tout le monde travaille ensemble, donc c'est la même chose pour tout le monde. Mais oui, c'est vraiment un des éléments qui pour nous est très très important. On a déjà renforcé toutes nos équipes de support psychologique, mais on a encore du travail à faire. On est encore en train d'augmenter ce support-là, parce qu'évidemment, plus le temps va passer, plus ça va être compliqué. Donc, plus les équipes vont accumuler le stress et les différentes sortes de stress. Donc, on en est conscient. C'est certainement pas encore optimum ce qu'on fait, mais on en est conscient et on est en train de l'augmenter et de l'améliorer. On a Jérémy et Solène qui nous demandent, je pense que c'est un couple qui doit être confiné, s'il y a des actions de soutien psychologique également pour les parents vis-à-vis des enfants. Je pense que ça doit être une blague, mais par contre, plus sérieusement, on a une question qui arrive sur les mesures de confinement. Est-ce qu'elles peuvent être générer d'autres crises, et notamment, puisqu'on travaille beaucoup dessus, sur les violences domestiques? Est-ce qu'on peut voir une accentuation des violences domestiques? Alors, peut-être je commence par toi, Roberta. Est-ce qu'en Suisse, c'est quelque chose sur lequel on travaille ou auquel on est sensible? Et après, Christine, tu peux nous faire peut-être un point sur nos projets, les projets dans lesquels on travaille? Oui, en Suisse, on a vu ça, pas nous en direct, mais on a eu des rapports par rapport à ça, et notamment, on travaille aussi dans les cantons de Vaud, à côté d'une association médicale de soutien social qui s'occupe normalement des violences domestiques. Et donc, ils ont rapporté quand même une augmentation, pas peut-être si fort comme on s'attendait, donc ça sera à voir, mais c'est clair que c'est un gros souci. Et nous, en fait, ce qu'on fait, on soulage cette même association qui était chargée aussi de l'activité COVID, donc on soulage les côtés COVID, comme ça, ils peuvent se concentrer sur la partie violence domestique. D'accord, il y a un service social qui est en place déjà, qui est assez costaud. Ouais. On ne fait pas de soutien particulier. Non, dans les projets, par contre, dans des projets, notamment par exemple dans un pays comme le Congo, à l'est du Congo, on a eu des projets de violence sexuelle et peut-être aussi de violence domestique. Est-ce que les pays qui commencent à être confinés, Christine, nous font craindre une recrudescence de violences domestiques? Alors, bon,
Déjà, enfin, je pense que ce qu'il faut aussi très clairement pointer, c'est que le confinement, comme nous on l'envisage en Europe, c'est pas tout à fait la même chose en termes de confinement dans les pays où on intervient, hein, parce que tu as pris l'exemple du Congo, Étienne. Je veux dire, au Congo, c'est quand même extrêmement rare que les gens aient des frigos dans chacune des maisons, hein, donc d'aller faire son plein de courses pour une semaine, c'est quand même quelque chose qui est un peu difficile. Donc ça veut dire que les gens sont quand même obligés de sortir. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est juste une réalité. Donc quand on parle de confinement en Afrique, il faut quand même un petit peu relativiser donc, sur comment c'est possible à mettre en place. Après, on a aussi des populations qui sont complètement dépendantes des travaux des champs, etc. Donc, si on leur dit vous devez rester dans votre casbah pendant les 2 prochains mois et qu'elles ratent toute la saison de plantation, ce qui veut dire que 6 mois derrière, elles n'auront plus de ressources, etc. Donc, pour nous, effectivement, le confinement sur certains de nos contextes, c'est pas applicable. C'est juste tout simplement pas applicable parce que on risque d'avoir des effets secondaires beaucoup plus importants avec le confinement que sans confinement. Il ne faut pas oublier non plus que dans beaucoup de pays où on intervient, les populations sont plus jeunes. Alors c'est peut-être un facteur d'optimisme, hein. On est en train de découvrir un petit peu cette épidémie, on en apprend tous les jours, mais on a quand même cette chance-là dans la majeure partie des pays où on intervient, c'est que les populations sont plus jeunes. Ce qui fait qu'on peut espérer qu'on aura moins de sévérité que dans nos populations de moyenne d'âge de 80 ans en Europe, par exemple. C'est pas le cas, hein, en mon travail. Mais c'est une question qui est revenue. Alors, j'essaie de la retrouver. Donne-moi juste une petite seconde. Justement, c'est Olivier qui demande si comment est-ce qu'on explique, est-ce qu'on arrive à expliquer aujourd'hui que la pandémie se propage dans des continents comme l'Europe, comme l'Asie, comme l'Amérique du Nord notamment, et que les cas soient pour l'instant faibles en Afrique. Il nous demande si c'est un problème de dépistage ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que… Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais très clairement, le premier facteur, c'est le problème de dépistage, hein. On est quand même sur des pays où généralement les systèmes de santé sont quand même plutôt faibles, avec peu de capacité diagnostique. Donc évidemment, à mon avis, ça c'est un des premiers éléments. Deuxièmement, il y a quand même une grande majorité des gens qui n'ont pas nécessairement accès aux soins de façon très facile, hein, même quand on habite dans un centre urbain, parce qu'aujourd'hui en Afrique, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le Covid, ça touche les grandes villes. Ça ne touche pas les zones rurales pour le moment, hein. C'est vraiment les grandes villes, les grandes agglomérations où justement ces histoires de confinement, quand on habite dans un bidonville à 6 dans 3 mètres carrés, c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment un problème de test. Et puis parce que c'est arrivé un petit peu plus tard, les premiers cas en Afrique sont arrivés comme partout ailleurs importés, hein. Donc on essaye de tracer et c'était essentiellement des internationaux au départ, hein, qui étaient malades en Afrique. Puis petit à petit, ça s'est propagé à internationaux ou personnes qui sont en capacité de voyager, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'avion, etc. Donc c'était plutôt les high class, on va dire, qui ont été touchés en premier. Et puis voilà, comme partout, hein, ça s'est propagé. On a pu réussir à contenir les chaînes de transmission. Ça devient une propagation communautaire et puis voilà, c'est parti, quoi. Sauf que on a déjà nous des problèmes à avoir des tests ici, donc je vous laisse même pas imaginer en Afrique, quoi. Il y a des mesures qui sont prises très tôt en Afrique, peut-être plus tôt que dans certains pays qui ont vu l'épidémie arriver. Alors c'était soit à travers des cas importés, des cas internationaux, soit des ressortissants qui rentraient chez eux. C'était plusieurs types de cas. On a Boubakari qui nous demande notamment comment être utile face à cette situation. Il nous écrit du Tchad, mais j'en profite juste parce qu'on a une question pour rebondir là-dessus. Au Tchad, ils ont mis en place des mesures qui visent à couvrir la bouche et le nez des gens en disant vous mettez une écharpe, vous mettez un bout de tissu, vous mettez un masque, vous mettez quelque chose, c'est quelque chose qui est généralisé. Et on a une question qui demande sur les masques artisanaux. Est-ce qu'il n'y a pas des risques, notamment d'aspirer des fibres de tissu? Est-ce qu'il y a un danger avec les masques artisanaux ou pas, Roberta? Alors, moi, je pense que les masques artisanaux doivent être quand même produits avec les matériels qu'il faut, donc pour éviter justement d'utiliser des matériels qui puissent être dangereux. Et ceci dit, et comme disait Christine avant, ça c'est une barrière physique.
Donc, elle n'a pas évidemment la même capacité de bloquer le virus comme les masques médicaux, et surtout les masques chirurgicaux et le FFP2. Mais ceci dit, ça peut donner un petit peu de protection. C'est surtout la protection si nous, on est malade vers les autres. Donc, nous, on peut protéger les autres si on a des signes et des symptômes en mettant la masque. Ceci dit, il y a aussi un petit risque avec le masque, et c'est que les gens qui portent le masque, ils se sentent protégés, et donc ils arrêtent d'utiliser les bonnes mesures de prévention qu'on a déjà mis en place. Donc, il ne faut surtout pas penser que si on utilise un masque, on peut éviter la distance physique, on peut éviter de se laver les mains. Donc, même si on met le masque, il faut quand même que toutes les mesures soient bien prises, parce que ça reste quand même un risque d'être contaminé par les yeux. Par exemple, je vois beaucoup de gens avec le masque qui ne portent pas bien le masque. Donc, par exemple, les masques qui sont portés juste couvrant la bouche et pas le nez. Et donc, c'est vrai que ça peut protéger un peu le masque, mais ça nous expose aussi à des autres risques si ce n'est pas bien porté et si ça va nous donner un sens de sécurité qui nous empêche d'utiliser les bonnes mesures de prévention. Donc, je pense qu'il faut faire un peu la balance entre l'utilisation des masques oui et non, et je pense que c'est pour ça que les différents pays sont en train de donner des avis différents. Parce qu'on ne sait pas en fait si à la fin de tout ça, les bénéfices soient réels ou pas. Et là, on est d'accord, on parle de pays, on parle de systèmes qui ont des capacités de production ou même artisanales, mais il y a des endroits dans lesquels on travaille. On parlait du camp de Nvuta en Tanzanie tout à l'heure, il y a aussi au Bangladesh, il y a aussi en Grèce. On nous pose la question justement sur ces camps en Grèce. Là-bas, il n'y a pas de distance sociale qui est possible, enfin pas en Grèce, mais sur les îles grecques et notamment les îles de Samos et de Lesbos. Christine, c'est quoi les solutions pour les camps où les gens sont agglutinés et ils n'ont pas les moyens d'avoir des masques, d'appliquer des mesures barrières? Ouais. Non, mais écoute, pour moi, je veux dire, à un moment donné, il y a des choses qu'on n'est pas en contrôle. Mais sur ces camps, pour moi, le port de masque, à partir du moment où il est… moi, je vais juste compléter un petit peu ce que Roberta disait, parce il faut que le masque dans la communauté soit fait de façon correcte. Hein. Il y a quand même maintenant pas mal de guides sur comment ces masques doivent être faits. C'est pas un morceau de tissu fait n'importe comment. Je veux dire, il y a quand même, c'est du 3 plis, etc. Donc, il y a quand même un minimum de règles à suivre. Ça n'empêche pas, je veux dire, quand on porte le masque dans la communauté, et je parle pas des masques médicaux, hein, je parle des masques dans la communauté. Quand on porte les masques dans la communauté, il faut les porter correctement. Et quand on porte des masques en tissu, ça veut dire qu'il y a quand même des protocoles de nettoyage de ces masques. Je veux dire, un masque, si on le porte pendant une semaine, ça va pas nous aider beaucoup. Il vaut mieux pas en porter. Donc voilà, je veux dire, il y a aussi, ça nécessite des contraintes et il faut évidemment respecter toutes les mesures de distanciation sociale. Si on revient à la Grèce, nous, ça fait on va parler des semaines qu'on demande de Lesbos et Samos. C'est vrai que la Grèce continentale est un petit peu différente comme contexte, mais on parle vraiment là, la question c'est sur les camps de réfugiés. Hein. Oui, bien sûr. On est sur des camps normalement où les gens sont censés passer quelques jours et ils y sont pour des mois. Ou donc finalement, normalement, c'est des camps à capacité de quelques centaines de personnes. Ils se retrouvent à quelques milliers sur la même surface. Hein. Donc forcément, la densité de population, c'est juste même pas possible, quoi. Donc là, la seule chose qu'on peut mettre en place, nous, c'est ce qu'on revendique, c'est de l'évacuation de ces camps. Règle générale. Évidemment, ça marche pas non plus. Donc là, on a un peu descendu nos expectations, enfin nos attentes. Et ce qu'on a demandé, c'est au moins évacuer les populations à risque, c'est-à-dire les gens où on sait qu'ils ont des maladies qui risquent de leur donner, s'ils sont infectés, un critère de sévérité, ce genre de population. Et normalement, je ne sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs, il y a une pétition qui est en cours qu'il faut signer pour demander l'évacuation des populations vulnérables de ces camps. Tout à fait. Ouais, en Suisse. Ouais. Donc, il faut signer cette pétition pour pouvoir supporter l'évacuation au minimum des personnes vulnérables. Donc, les personnes âgées, les personnes avec des conditions chroniques où on sait que c'est des non stabilisés, où on sait que c'est des facteurs de risque en termes de critères de stabilité si on est infecté par le Covid. Mais à part ça, c'est quand même très, très difficile. Alors, nous, on améliore, on a essayé d'amener beaucoup plus d'eau, d'amener du savon, de donner des kits d'hygiène, etc. Mais on reste extrêmement limité parce qu'on sait on sait ce qu'il faut faire. On n'est pas autorisé à le faire. Partout où on est, même dans les camps, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle le triage. C'est Christine qui nous demande ça.
quand on parle de triage, est-ce que c'est comparable dans les circuits qu'on met en place pour isoler les patients suspects et confirmés, est-ce que c'est comparable à ce qu'on peut mettre en place sur Ebola? Alors, je ne sais pas si Roberta, tu veux répondre, mais moi, je voudrais juste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la comparaison entre Ebola et Covid. Et attention, ce n'est pas du tout la même chose, hein. Si on veut comparer Covid à quelque chose, il vaut mieux le comparer à du choléra, par exemple. Parce que c'est beaucoup plus ce genre d'approche. Alors, il y a des leçons qu'on peut apprendre de Ebola, évidemment, pour le Covid, comme il y a des leçons du choléra qu'on peut apprendre pour le Covid. Et le parallèle Ebola-Covid, il faut faire très, très attention parce que souvent, ça a tendance à faire beaucoup plus peur aux gens que ça ne doit faire peur aux gens. Donc, et je dis pas qu'il faut pas faire attention. Attention, c'est pas du tout ce que je dis non plus, mais il faut pas non plus aller dans l'extrême inverse. Oui. Et c'était quoi ta question? Du coup, j'ai oublié. On est d'accord. Vas-y, Roberta. C'est une maladie Ebola qui est beaucoup plus, mortelle et notamment sur laquelle il y a eu. Alors, je ne sais pas si tu nous m'entends, si vous m'entendez bien. Oui. Ok. Alors, oui. Ebola et Covid sont des maladies qui sont effectivement différentes. Par contre, dans la capacité d'isoler les cas suspects et les cas confirmés, est-ce que, alors, si ce n'est pas avec Ebola, est-ce qu'il y a une méthode de triage face aux épidémies pour isoler les cas suspects et éviter que, même s'ils n'ont pas la maladie, à partir du moment où ils sont suspects, on les isole pour, voilà, ils ne soient pas un risque pour les autres. Les systèmes de triage, les principes du système de triage, c'est toujours la même chose sur toutes les épidémies et en général même au dehors des épidémies. Donc, les systèmes restent les mêmes. Ce qui se change, c'est les critères pour identifier des cas suspects, pour les tester et éventuellement confirmer ou éliminer la maladie. Donc, les principes restent les mêmes. Par contre, chaque épidémie demande des mesures de prévention, de protection pour les personnels et pour les patients différents. Et c'est ça qu'il y a une différence avec la spécificité de la maladie entre choléra, Ebola, Covid, etc. Mais les principes restent les mêmes et c'est d'être sûr qu'on identifie les cas suspects des maladies, donc avec les critères qu'il faut, et les isoler en attendant les résultats des tests et les mettre entre les confirmés dès qu'on a les résultats des tests. Et tout ça en protégeant les autres patients, donc qui viennent à l'hôpital pour des autres raisons, et en protégeant aussi les personnels de santé. Après, toutes les difficultés sont au niveau technique, comment on va mettre ça en place aux pratiques dans les quotidiens de chaque structure de santé où on travaille, dans les différents contextes. Je reviens aux mesures de prévention parce qu'on a eu les questions et alors comme on arrive pas loin de la fin de notre session, il faut qu'on arrive un petit peu à démystifier le vrai du faux sur certaines choses qui ont pu être dites. Alors, je vais vous donner des exemples. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux et après, je rebondirai avec une question peut-être un peu plus médicale. On nous a posé la question, est-ce que l'eau chaude, le menthol pour éliminer le virus ou boire du thé, du café, du jus de gingembre, du jus de citron pour éviter d'avoir le virus, ce sont des méthodes prouvées et médicales? Donc, il y a beaucoup de… Non. Non. Oui. Je continue comme ça. Non. Tu as dit oui ou non, hein, donc c'est non. Tout à fait, je vais un cran plus loin. Le cannabis, l'huile de sésame et la cocaïne sont-ils des remèdes efficaces? On nous a demandé aussi. Pour rendre les gens heureux, peut-être, mais non plus. Hein, non. Évidemment que non. Quels sont les traitements? Là, je vous pose la question plus sérieusement. Quels sont les traitements qu'on utilise pour traiter les symptômes de la maladie? Ça, voilà, ça dépend des symptômes. Et c'est important de dire que parfois on dit qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Moi, je dirais plutôt qu'il n'y a pas de traitement spécifique aujourd'hui qu'on puisse utiliser au-delà des contextes de recherche. Par contre, on peut traiter les symptômes et ça, c'est un message important à passer. Et donc, ça dépend des symptômes. Ça peut être des choses basiques comme donner du paracétamol pour la fièvre, mais ça peut être aussi les supports respiratoires pour les patients qui ont un distress respiratoire, que ce soit l'oxygène, la CPAP, l'intubation, comme on a déjà discuté. Et donc, ça, c'est tous des symptômes qui sont assez aspécifiques. Il n'y a pas de symptômes spécifiques pour la maladie. Et donc, c'est ce qu'on peut mettre en place pour tous les autres cas similaires. Et c'est quand même important pour réduire la mortalité et améliorer le bien-être de la personne. Donc, ça dépend cas par cas. On parle d'un virus qui est, on voit des choses qui circulent, des informations. C'est un virus des vieux, c'est un virus des personnes sensibles, c'est un virus des pays froids. Christine, est-ce qu'on a des certitudes sur la thermorésistance, sur la capacité du virus à résister à des environnements
avec des températures chaudes ou pas? Je pense que là, on a quand même une belle démonstration au Brésil que le virus résiste des températures chaudes. Donc je pense qu'on a tous cru, parce qu'effectivement, certains coronavirus ne résistent pas à la chaleur. Donc, on a tous pensé que celui-ci allait réagir de la même façon, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Non, aujourd'hui, on peut pas dire ça. Alors, peut-être qu'il y a d'autres facteurs qu'on va découvrir dans le futur, hein, mais on est encore en train d'apprendre beaucoup, beaucoup sur cette maladie. D'accord. Roberta, il y a Imad qui me demande si je retiens ma respiration pendant 10 secondes, sans tousser ni sentir de gêne respiratoire aucune, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de fibrose dans les poumons et que par conséquent, je suis négatif au Covid-19? Non. Alors, comment est-ce que se font les Mais tests de dépistage plutôt? alors, on vient de dire les signes et symptômes de Covid, c'est en fait assez aspécifique. Donc, c'est normalement très proche des les mêmes symptômes d'un syndrome grippal. Donc, c'est la fièvre, les frissons, les mal à la tête, les mal à la gorge, la toux, etc. Donc, il n'y a pas un signe qui peut nous dire, ah, ça, c'est un signe de Covid. Mhm. Par contre, on ne peut pas dire le contraire. Si je n'ai pas certains signes, je peux quand même avoir la maladie. Donc, il n'y a pas de signes et symptômes cliniques qui peuvent exclure ou confirmer la maladie. La seule façon de le faire, c'est avec un test, un frottis nasal et Mhm. un test qui est fait au niveau des laboratoires. Et on parle des personnes asymptomatiques. Est-ce qu'en étant asymptomatique, je peux être contagieux? Et est-ce qu'en étant asymptomatique, je peux finir par développer des symptômes? Ou est-ce que les personnes asymptomatiques sont des gens qui ont le virus et qui sont automatiquement guéris? Bon, alors, au tout début, tous les cas Covid, ils commencent à avoir une virémie, ils sont infectés et au début, ils sont asymptomatiques. Mhm. Donc, ça prend un tout petit peu de temps pour commencer à développer les signes et symptômes. Normalement, c'est entre 3 et 7 jours. La majorité, la moyenne, c'est à 5 jours, mais ça peut être jusqu'à 14 jours. Donc, Mhm. oui, il y a des cas qui n'ont pas encore développé des signes et symptômes, qui peuvent développer des signes dans les prochains quelques jours. Mais il y a aussi des cas qui se sont infectés et qui ne vont jamais développer des symptômes ou qui vont développer des symptômes tellement minimes qu'on ne va pas se rendre compte. Donc, ça peut être un petit mal à la tête, un petit épisode de fièvre. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas être sûr. Voilà, les COVID ne donnent pas, en fait, toujours des signes de gravité. Et en Et fait, est-ce la qu'on sait, majorité des cas sont des signes très, très légers. on sait si on peut être contagieux et asymptomatique? Alors, oui, il y a des évidences qu'on peut être contagieux même si on est asymptomatique. C'est clair que la contagiosité de quelqu'un qui est asymptomatique, ce n'est pas la même de quelqu'un qui est symptomatique et qui tousse, éternue, et donc qui peut passer le gouttelette avec le virus aux autres. Et sur ça, combien de cas sont asymptomatiques et combien de probabilités il y a par un cas asymptomatique de passer le virus aux autres, il n'y a pas encore beaucoup d'évidences. D'accord. Donc, on ne peut pas donner des données fiables Mhm. sur ça, mais oui, il y a une potentialité. C'est pour ça qu'il faut Ouais. toujours se protéger, pas seulement vis-à-vis des personnes avec des signes et symptômes. Je reviens sur les tests, Christine. Aujourd'hui, les tests qui sont utilisés dans le monde, ce sont des tests de dépistage qui consistent en quoi? Est-ce que ce sont des tests sanguins, des tests qui sont à travers des frottis? Qu'est-ce que c'est les tests de dépistage qu'on utilise aujourd'hui qui sont les plus répandus? Il y a plusieurs sortes, hein. Donc, il y a le test qui serait évidemment pour nous le plus pratique, qui est ce qu'on appelle le test rapide, hein, où on prend une petite goutte de sang et puis on peut dire si c'est positif ou négatif. C'est un peu comme les tests PALU. Sauf que ces tests-là, aujourd'hui, ont une très mauvaise sensibilité et une spécificité. Donc, en fait, ils peuvent très bien dire qu'on est négatif alors qu'on est positif et très bien dire qu'on est positif alors qu'on est négatif. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc, ils ne sont pas encore assez performants, ces tests-là. Donc, aujourd'hui, les tests qu'on a, c'est les tests PCR, donc, qui sont les tests de référence, hein, avec donc, les couvillons, hein, qu'on prend dans le nez. Voilà, c'est ça. Pour tester et puis pour pouvoir voir effectivement si on a des éléments réactifs de la maladie. Et puis il y a évidemment les tests sanguins aussi, mais alors moi je suis pas toujours une grande spécialiste par rapport à ça. Roberta peut préciser ça, mais il y a effectivement les deux tests aujourd'hui qui sont fiables. Ce sont ceux avec les couvillons PCR et au niveau du test sanguin.
Roberta, tu peux nous parler notamment des tests sérologiques. C'est un terme qui revient souvent. Oui. Alors, les tests sérologiques, contrairement aux tests faits dans le nez avec la PCR, il ne nous dit pas s'il y a le virus ou pas, mais il nous dit si notre système immunitaire a réagi au virus. Donc, s'il a eu la maladie et elle a réagi au virus. Il y a certains anticorps qui montent au tout début de l'épidémie, au tout début de la maladie, pardon, et certains qui montent un peu plus tard. Donc, si on voit que cet anticorps monte, on peut dire on a la maladie. Ça, c'est en général pour toutes les maladies infectieuses. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs pays qui ont essayé d'implémenter ce test sérologique, surtout pour voir si la population a été déjà immunisée, était déjà exposée au virus. Et le problème, c'est que les tests, l'immunologie pour les COVID n'est pas encore standardisée. Donc, c'est des tests qui ont quand même des possibilités importantes de faux positifs et faux négatifs. Donc, il y a plusieurs études aussi pour essayer de valider une méthodologie qui puisse être fiable. Mais aujourd'hui, il y a différents niveaux d'affidabilité de ces tests. D'accord. Écoutez, j'ai une dernière question qui nous arrive sur… Alors, je pense qu'il faut encore démystifier et faire la lumière sur certaines choses. On me dit le facteur de contamination du corona proviendrait du houblon qui est contenu dans la bière du même nom. Les facteurs de contamination, c'est pas compris. Non, c'est une blague. Non, Écoutez, parfois ça marche, la parfois Corona ça marche pas. bière. Mais bon, comme dirait un ancien président de la Confédération suisse, rire, c'est bon pour la santé. Voilà, on va terminer là-dessus, je pense, parce qu'on a beaucoup parlé. Si vous avez des questions, je m'adresse à toutes les personnes qui sont connectées. Continuez à nous les poser. On a une équipe qui est derrière les consoles et qui est prête à vous répondre, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Zoom, à travers les emails. Christine, merci beaucoup. Roberta, merci beaucoup. Plein de courage, plein de vibrations pour la suite. Ouais, merci à vous d'avoir organisé organisé ça aussi. Et bravo merci à toi pour la modération et à tous les participants pour être là avec nous. Voilà, je vous laisse. Si vous voulez rajouter un mot aussi, Christine, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Non, mais merci beaucoup. Après, tous les soucis techniques qui me stressent toujours terriblement, j'étais ravie d'être là. Et puis, je pense que c'est important qu'on puisse avoir ce genre d'échange. Donc, merci d'avoir organisé ça. J'espère qu'on va renouveler l'expérience. Et alors, je vais laisser le soin à mon collègue Ben de couper le meeting. En attendant, on vous dit à la prochaine. Et puis, même si on n'y croit plus, on y croira encore. Bye. Merci, au revoir.